Retrouvons tout de suite Eric à Tarragone. Bon je suis toujours en Espagne les copains et c'est pour essayer une moto à mon avis qui est plutôt pas mal. On a déjà vu la 650 et bien voici donc maintenant la 1000, c'est-à-dire cette jolie petite Vestrom 1000. Et j'aime autant vous dire que normalement ça devrait être plutôt sympa. On va essayer de pas faire des cascades, hein. On va essayer. Non, tu es gentil Eric, si tu pouvais essayer de ne pas faire de la plongée sous-marine avec celui-là, ce serait sympa. Parce que le 650 a eu un peu de mal à s'en remettre quand même. Le Vestrom 1000 est apparu avant le 650 en 2002, avec à l'époque un look nettement plus proche d'une Yamaha TDM que lors de son renouvellement en 2013. Pour 2017, il assume nettement plus encore son ADN de trail routier, voire d'aventurier dans cette version XT. Alors je crois nécessaire de relativiser tout de suite concernant le côté aventurier de ce nouveau Vestrom 1000. Si la position de conduite est plutôt bonne, y compris pour rouler debout, son centre de gravité qui est assez élevé et puis son poids demande quand même un petit peu d'expérience pour se promener dans la pampa, ça se fait pas comme ça, d'autant qu'on ne peut pas déconnecter l'ABS, juste l'anti-passinage. Après s'il s'agit juste de se balader dans des chemins, elle a clairement des atouts. La version XT de la nouvelle Vestrom 1000 dispose de séries d'éléments assez distinctifs. D'abord des jantes à rayons dorés signées DID, pour le design mais aussi pour leur souplesse supplémentaire. On notera aussi la présence de pare-mains et d'un sabot moteur. Pour le reste, elle est identique à la version normale. Inspirée de la légendaire DR, elle reprend son bec très rallye dans l'âme. Comme les écopes de radiateur, il est maintenant placé plus haut. Les optiques placées l'une au-dessus de l'autre prennent maintenant place dans une tête de fourche noire. La bulle plus haute de 49 mm est réglable en hauteur sur 3 positions avec outils. Elle l'est aussi selon 3 inclinaisons, mais cette fois sans outils. Je suis pas sûr là pour le pare-brise. J'ai essayé moi avec les différentes inclinaisons, j'ai pas vraiment ressenti de mieux. Alors en même temps il est au plus bas, j'ai pas cherché particulièrement à le faire remonter. En revanche, les écopes et les réservoirs étroits, ça c'est un vrai plus pour la protection des jambes notamment. Le pot d'échappement, largement raccourci, est aussi placé beaucoup plus bas. De quoi alléger le design en laissant le regard passer entre la roue et la boucle arrière rendue plus plate grâce à l'adoption d'un porte-paquet placé à l'horizontale. La selle passager est dans le prolongement. On peut poser un sac en longueur sans souci. La partie pilote quant à elle est très fine à l'arcade pour permettre au plus grand nombre de poser les pieds à terre malgré sa hauteur de 85 cm. Moi ce que je note d'emblée c'est la raideur de la selle. Ah on est bien installé mais alors qu'est-ce qu'elle est raide. Cela serait-il le signe que cette moto a des prétentions sportives? Peut-être, on verra. En attendant, je peux vous dire que la position de conduite est très agréable. Les jambes ne sont pas trop repliées et puis avec ce guidon extra large, ça la rend hyper maniable. Quant à l'amortissement, je l'ai réglé un petit peu dur à l'arrière. Comment? De qui est gros? Non, c'est en prévision des virages qui s'annoncent, mais enfin, à l'origine, le réglage offrait juste ce qu'il faut de souplesse. Le nouveau Vestrom 1000 est équipé d'une fourche inversée entièrement paramétrable. À l'arrière, l'amortisseur est lui aussi entièrement réglable, notamment la précharge grâce à une molette. Le tout est signé Kayaba. Concernant le freinage, Suzuki a fait appel à Tokiko. Il est confié à un double disque flottant pincé par des étriers radio à 4 pistons à l'avant et un monodisque et son étrier simple piston à l'arrière. De quoi stopper efficacement une machine de 233 kg tout plein fait. On sent tout de suite qu'on n'est pas sur le Vestrom 650. Je sais pas si c'était une très bonne idée de nous proposer de les essayer de façon aussi rapprochée. Pour l'instant, je la trouve plus physique quand même, alors qu'elle accuse que quelques kilos de plus sur la balance. C'est juste une question de répartition des masses à mon avis. Forcément, une fourche inversée, c'est parfait pour alléger la masse non suspendue, mais du coup, le poids se retrouve plus haut. Alors elle tourne plus facilement, mais elle se relève aussi beaucoup plus facilement. Autant dire qu'il faut soigner ses freinages pour réaliser de belles entrées en courbe.
puis c'est vrai que le bloc pousse plus fort aussi, hein. C'est plus physique quoi. Suzuki a beaucoup travaillé sur son bicylindre en V calé à 90 degrés. S'il cube toujours 1037 cm3, il délivre maintenant 101 chevaux et 101 Nm de couple. Malgré son passage à Euro 4, il ne perd que 2 Nm de couple et gagne très largement en puissance. Une prouesse lorsque l'on sait à quel point les modifications demandées, notamment au niveau de l'échappement qui comporte maintenant 2 catalyseurs, sont castratrices. Et pour la rendre la plus sûre possible, en plus d'un ABS efficace en courbe, un traction control réglable sur 2 positions et déconnectable est proposé de série. On contrôle les réglages effectués depuis le commodo gauche directement sur le nouveau tableau de bord plutôt complet et très lisible. Les geeks auront remarqué la présence d'une prise 12 volts très accessible et étanche. J'ai fini par régler l'anti-patinage sur 2 pendant quelques kilomètres pour le sentir travailler. Parce qu'en sortant du off-road où je l'avais carrément déconnecté, je l'avais remis sur 1 pour voir. Mais enfin je sentais plus rien du tout là. Là, en rattaquant comme un bûcheron en sortie de courbe, de temps à autre, je sens comme une petite faiblesse moteur. Mais c'est tout. S'il n'y avait pas le TC qui clignotait sur l'instrumentation, franchement, je serais même pas sûr qu'il marche. C'est vraiment bien. En revanche, je peux malheureusement rien vous dire concernant l'ABS en courbe, je ne l'ai jamais déclenché. Bah, c'est ça les professionnels, qu'est-ce que vous voulez? Ce serait pas plutôt parce que tu roulais pas, non? C'est pas des moustiques qui sont collés derrière ton casque là? Ah ça va, je plaisante. Le nouveau V-Strom 1000 est doté d'un ABS adaptatif Bosch très performant. La centrale inertielle à 5 axes calcule en permanence et gère la pression sur chaque étrier. S'il sent que l'avant risque de glisser, il met de la pression à l'arrière automatiquement. Le déclenchement de l'ABS est retardé. Et franchement, il faut que je vous dise, il m'a fallu quelques kilomètres pour me déshabituer du V-Strom 650. Mais maintenant, ça y est. Et je peux vous dire qu'hormis les fourmis qui me chatouillent un petit peu la main droite et puis la boîte de vitesse qui ne veut pas monter en 3 de temps en temps, je sais pas pourquoi, je me régale. Ce V-Twin est vraiment très agréable. Il suffit de rester entre 4 et 8000 pour qu'il donne tout ce qu'il a. Et puis la sonorité à l'admission d'air est juste parfaite, hein. Comme l'empattement est assez long, on a l'impression qu'elle est sur un rail dans les grandes courbes, c'est très sympa. Mais là où elle m'épate vraiment, c'est dans le sinueux. Malgré sa roue avant de 19 pouces, je m'éclate dans les pif-paf. Elle plonge pas au freinage, le châssis ne se tord pas dans tous les sens et surtout elle tient le paveton comme un roadster à en poser les repose-pieds par terre. C'est super sympa, vraiment. Tant que c'est les repose-pieds, comme pour le V-Strom 650, le prix du V-Strom 1000 évolue à la hausse. Il progresse de 300 € pour s'établir maintenant à 12 799 € en version normale, auquel il faudra ajouter 500 € pour la version XT. Il faudra donc débourser 13 299 € pour s'offrir la plus aventurière des Suzuki V-Strom 1000 2017.